au fur et à mesure, s'il y en a. Nous sommes ici, Dr. Robin Tamblyn et moi-même, dans le même bureau, et nous pourrons aborder ces questions plus tard dans le séminaire qui est prévu durer environ 1 heure. Donc, je vais prendre 15-20 minutes pour présenter les choses. La première diapositive qu'on voit ici nous montre bien les défis que nous avons dans un système de santé qui devrait être un apprentissage constant. On sait que, par exemple, il y a des caractéristiques de la population des populations, par exemple, âgées, qui ont plus de fragilité dans ce système et qui imposent un poids à ce système. La présence de comorbidité, par exemple, chez les personnes âgées existe dans certains cas jusqu'à 19 médicaments par jour pris simultanément, et on voit tout de suite ce que ça peut donner comme complexité, comme source de complexité. Chaque personne qui fait un usage important du système de santé consulte auprès de plusieurs professionnels de santé, plusieurs médecins, et il y a la complexité des systèmes eux-mêmes, la réadmission, et ça c'est très important, encore une fois, prenant comme exemple la population âgée, une personne sur 5 est réadmise à l'intérieur d'une trentaine de jours, et ça c'est absolument, ça impose quelque chose de très lourd sur le système. Et plein d'autres exemples ici qui sont dans tout le cours de la prévention jusqu'à l'appropriation, jusqu'au traitement, éventuellement l'hôpital, les soins de longue durée, peu importe, et le maintien à domicile, par exemple. Donc, le but de cette initiative, c'est vraiment d'offrir les données et de s'assurer que ces données soient co-accueillies et co-générées par ceux qui produisent et qui sont à la source des soins de santé et de l'organisation des soins de santé, pour qu'on ait les analyses, les plateformes de données requises et des données accessibles en tout temps pour pouvoir tirer les conclusions nécessaires pour un système qui sera en apprentissage constant. Vous verrez tout au long de la présentation, il ne s'agit pas ici d'une initiative de recherche classique. Il s'agit d'une initiative qui implique les chercheurs, bien sûr, mais qui implique aussi les décideurs politiques, ceux qui sont responsables des soins de santé, les professionnels de santé, toutes les personnes, tous les partenaires, pour réaliser et obtenir ce système de santé en apprentissage constant. Donc, l'objectif ultime, et on verra comment il se décline en étapes, l'objectif ultime, c'est vraiment un système en apprentissage constant qui est axé sur la prestation des soins de santé intégrés. C'est très important ici, les soins de santé intégrés dans chacune des étapes tout au cours du continuum de santé, et également axé sur la première ligne, puisque c'est la base même, c'est la fondation de ce système intégré sur lequel se base cette intégration. Donc, un réseau de santé doté de responsables. Alors, ici, ce que l'on veut dire, c'est vraiment que le réseau qui serait soutenu ultimement serait un réseau de recherche, mais ces réseaux de recherche intégreraient des responsables de la recherche, comme je le disais, des responsables des politiques et des soins cliniques qui soient ancrés dans les soins de santé communautaires de première ligne, puisque c'est la base même de toute intervention, et axé sur la création de systèmes de prestation de soins intégrés qui soient verticalement intégrés. Alors, on dit ici vertical quand on parle de l'intégration entre les soins de première ligne, la prévention, les soins de seconde ligne, les soins de longue durée, par exemple, si on parle de la population âgée, que je connais un peu mieux. Et aussi horizontalement, c'est-à-dire avec tous les partenaires horizontaux, que ce soit les pharmacies communautaires, les organismes communautaires, etc., dans le secteur des soins, entre eux, donc ça implique santé publique, soins de santé de première ligne, de deuxième ligne, troisième ligne, les soins à domicile, les soins de longue durée, et avec l'extérieur, donc éducation, logement, pour améliorer la santé des individus et des populations, pour améliorer l'équité en santé et pour améliorer notre système de santé en général. Alors ça, c'est le grand objectif.
Et ce que l'on souhaite à la fin de cet exercice, c'est un peu une carte du Canada qui aurait cette forme, qui aurait donc un réseau, des réseaux qui seraient dans chacune des juridictions. On verra tantôt, on considère qu'il y a 14 juridictions de santé. Vous avez peut-être en tête 13 juridictions de santé, puisque c'est les 13 provinces et territoires. Mais il y a une juridiction supplémentaire qui est la juridiction fédérale, pour ce qui est des forces armées, du système pénitentiaire, et je me souviens jamais du troisième peron. Il y a 3 affaires. Et donc, on aurait un réseau avec son unité de soutien, et la ligne rouge symbolise ici le réseau de réseau, qui fait en sorte que ce qui sera appris à un endroit sera également partagé avec le reste, pour que ce soit un système général d'apprentissage constant. Donc, les priorités du réseau. Le réseau va se concentrer sur les nouvelles approches de prestations de soins de santé intégrées de première ligne, y compris la prévention primaire, comme on l'a dit tantôt, horizontalement tout aussi que verticalement et tout au long du continuum de soins, en essayant de répondre aux défis suivants. Le premier défi, c'est les personnes qui ont des besoins complexes et qui sont des utilisateurs importants du système de santé et des besoins complexes tout au long de la vie. Et ce que l'on veut dire ici, c'est que l'on veut s'assurer que les réseaux pourront se développer afin de couvrir la thématique, incluant de l'enfance jusqu'aux personnes âgées dans une perspective de trajectoire de vie, pas juste un groupe, pas juste l'autre groupe, mais dans cette trajectoire de vie. La seconde priorité du réseau, c'est l'intégration multisectorielle de stratégies de prévention en amont et des modèles de prestation de soins. Donc, un élément clé de cet effort, c'est l'évaluation des prédicteurs en amont des besoins élevés et la détermination puis le ciblage subséquent de stratégies de prévention et d'intervention qui cibleraient particulièrement ces utilisateurs élevés en particulier. Il y a un élément très important qui est la recherche intergouvernementale. Ici, en fait, c'est une expression pour référer à la recherche entre les juridictions. Et dans ces domaines prioritaires initiaux, le réseau va appuyer la recherche qui va répondre aux priorités de soins qui sont intégrées de première ligne, qui sont communs à plusieurs provinces et territoires et au gouvernement fédéral. Et là où une approche interjuridictionnelle, si on peut préférer, représente une véritable valeur ajoutée. Alors, je m'excuse, les objectifs du réseau, d'abord, c'est de créer des possibilités entre les juridictions pour réaliser des recherches sur l'efficacité comparative. Alors, la capacité que l'on a au Canada d'avoir plusieurs juridictions est un avantage pour permettre la comparaison entre ces juridictions et donc de comparer l'efficacité et d'apprendre de ces expériences qui peuvent avoir lieu dans chacune des juridictions, du rapport coût-efficacité et de l'adaptabilité des modèles intégrés et innovateurs de soins qui prennent encore une fois appui sur les bases de soins en santé communautaire en première ligne et qui facilitent les transitions à l'intérieur et tout au long du continuum de trajectoire, à la fois de services et de trajectoire de vie. C'est aussi d'accélérer l'étude opportune de nouvelles interventions et approches en soins intégrés de première ligne entre de multiples secteurs et provinces et territoires, donc apprendre de ces approches innovantes. C'est aussi catalyser la recherche sur des approches rentables et novatrices, en fait efficientes et novatrices en matière de prestations de soins de santé intégrés de première ligne, ainsi que leur application à plus grande échelle. C'est également soutenir le développement de capacités chez les chercheurs, donc la capacité de recherche, les gens qui pourront faire ce type de recherche novatrice, à la fois chez les chercheurs, mais aussi chez les cliniciens, les décideurs, les citoyens, les patients, les familles, en vue de créer et d'utiliser rapidement les connaissances en matière de soins de santé intégrés de première ligne. Finalement, c'est favoriser l'échange d'informations et de données probantes sur les interventions fructueuses et infructueuses. Et c'est important aussi de partager nos insuccès pour que l'on ne recommence pas ailleurs indûment et qu'on dépense des efforts et des ressources pour des choses qui ont été démontrées comme étant des non-succès. Et les modèles novateurs de soins de santé intégrés de première ligne entre les provinces et les territoires pour guider l'élaboration des politiques. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que nous sommes actuellement dans la phase 1 de ce déploiement d'initiatives.
Le concours a déjà été lancé et il s'agit d'un concours pour des subventions de développement de réseau, c'est-à-dire d'activités qui vont permettre à chacune des juridictions de développer des réseaux. Maintenant, les juridictions ne sont pas nécessairement, et il n'est pas attendu qu'elles soient au nombre de 14. Il se pourrait que certaines juridictions décident de partager leurs efforts. Il se pourrait qu'une province et un territoire travaillent ensemble, que quelques provinces travaillent ensemble, qu'un élément du fédéral travaille avec un territoire, une province. Toutes les combinaisons sont permises et c'est pour ça que l'appel à projet que l'on voit ici, je crois, sur la page de chat, merci Hawa, l'appel à projet est ouvert pour jusqu'à un maximum de 14 juridictions, mais il se pourrait que finalement 13, 12, 11, 10 groupes se présentent selon les combinaisons et vous trouverez sur l'appel à projet les règles de combinaison des ressources pour les juridictions qui décideront de travailler ensemble, parce qu'il y aura une possibilité de cumul selon des règles qui sont expliquées dans l'appel à projet, de combiner les ressources si plus qu'une province souhaite travailler ensemble. Et tout ça devrait nous amener à la phase 2, à l'hiver, à l'automne 2014, où là, il y aura le lancement d'un concours lié au Centre de coordination du réseau et l'établissement du consortium de bailleurs de fonds, puisqu'il y aura des partenaires qui seront invités à se joindre, et la tenue d'un atelier pour permettre les partages d'informations et renforcer l'atteinte des objectifs, qui sera à l'intention de ceux qui auront eu des fonds de développement dans la première phase, afin qu'ils préparent leur demande d'adhésion au réseau. Et cette phase 3, à l'automne 2014, verra à l'établissement par le conseil de direction le consortium des bailleurs de fonds qui vont définir la priorité de recherche des réseaux, qui seront dans chacune des juridictions et qui vont décider après ça entre eux quelles seront les thématiques à aborder pour des comparaisons entre les juridictions. Et c'est ce qu'on voit ici, le financement des réseaux membres pour la recherche entre les juridictions. S'il y a des questions, on y répondra un peu plus tard. Donc, la phase 1, si on veut aller un peu plus en détail, les objectifs, c'est de soutenir la création ou le développement des réseaux membres officiels des juridictions provinciales, territoriales ou fédérales, ou combinées, pour satisfaire aux 10 conditions d'adhésion qu'on verra dans la prochaine diapositive, du réseau de la SPOR, ou SRAP en français, sur les innovations en soins de santé intégrés de première ligne. Le financement des IRSC, comme je le disais, est pour un maximum de 14 réseaux, un membre pour chaque juridiction et un pour la juridiction qu'on pourrait appeler fédérale. Le montant qui est maximal fourni par les IRSC, c'est jusqu'à 75 000 $ et les demandeurs doivent verser ou trouver un montant équivalent en argent au moins qui représente 75 de la contribution du partenaire. Les candidats vont être informés que les fonds ayant bien sûr déjà été obtenus pour d'autres initiatives des IRSC ne peuvent pas servir aux contributions, cela va de soi. Et les dates importantes, le concours a été lancé à la mi-novembre et c'est la raison pour laquelle nous tenons ce webinaire, pour essayer de répondre aux questions. La date limite de présentation des demandes est le 10 janvier et la date de début de financement, c'est le 1er mars 2014 pour ce qui est de la phase 1, qui est encore une fois une phase préparatoire. La phase 2, il y aura premièrement, elle va se baser sur une direction de chacun des réseaux qui aura 3 têtes. Une tête de recherche, une tête politique, puis une tête de soins, de pratique clinique. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que ce n'est pas uniquement un réseau et une initiative qui soutient les chercheurs, c'est un réseau, une initiative qui soutient une pratique, une communauté de pratique dans laquelle les chercheurs sont impliqués.
La portée stratégique, eh bien, il sera attendu que le réseau se concentre sur les personnes ayant des besoins complexes tout au long de la vie. Et donc, ces individus qui représentent une proportion faible du nombre dans la population, et tout en représentant une proportion très élevée des coûts de santé et des efforts des services de santé. Et encore une fois, les demandeurs devront montrer la capacité de leur réseau de s'élargir et d'élargir leur portée avec le temps pour inclure tous les groupes d'âge allant de l'enfance jusqu'aux personnes âgées. Et il y aura aussi, comme on le disait tantôt, besoin de démontrer qu'il y aura une intégration multisectorielle de stratégies de prévention en amont et des modèles de prestation de soins. Il faudra qu'il y ait un engagement des principaux intervenants dans tout le continuum de soins, dans la réorganisation des soins de santé intégrés de première ligne. Donc, ce n'est pas uniquement un réseau de première ligne. La première ligne est la fondation de cette réflexion de pratique de soins, mais il faut qu'il y ait une intégration verticale qui inclut les autres niveaux. Il faudra bien sûr qu'il y ait un engagement des citoyens, des patients, des familles. Et là, tous les modèles sont permis. Personnellement, je pense que le modèle des patients partenaires a sa place ici, c'est mon opinion. Et ensuite, une capacité de surveillance, d'évaluation et de réaction rapide, donc un lien avec les unités de soutien. Dans cette phase 2, il y aura également, bien sûr, des partenariats, la nécessité de démontrer l'existence de partenariats avec des universités pour développer la capacité de recherche en matière de soins de santé intégrés et de soins de première ligne. La capacité à mettre en œuvre et d'évaluer des solutions de cybersanté qui pourraient accroître la rentabilité de la prestation des soins. On pense ici à la télésanté, on pense au télémonitoring, on pense à l'utilisation des réseaux sociaux pour toutes sortes de dimensions de santé. Donc, la cybersanté, e-health est inclus. Il faudra bien sûr que ce réseau ait une portée géographique qui permette une couverture des pratiques et des patients. Il faudrait qu'il y ait un lien avec les équipes d'innovation, ici, bien sûr, et des partenariats de financement qui soient à 1 pour la subvention d'infrastructures et les priorités de recherche. La phase 3, eh bien, c'est l'établissement des priorités de recherche pour les comparaisons entre les juridictions. Et le consortium des bailleurs de fonds du réseau, le conseil de direction du réseau, vont établir des priorités. Par exemple, et je suis conscient que l'exemple est un peu biaisé par l'intérêt que mon institut a dans cette initiative, mais c'est certainement un exemple important qui est celui d'éventuels nouveaux modèles de soins pour les personnes âgées. Par exemple, une évaluation de la d'efficience comparative des différents modèles pour la prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies chroniques multiples et complexes, afin de réduire les placements en maison de santé, en soins infirmiers, hospitalisation, etc., etc. Donc, on peut imaginer ici que le 3 réseaux, par exemple, ABC, des 14 ou peut-être 10 en bout de ligne réseaux nationaux s'intéressent à cette question très précise et ils vont décider d'investir et de co-investir et de créer une collaboration inter-juridiction pour examiner cette question. Et si entre les 3 réseaux, il y a, disons, $1 million, les IRSC vont fournir un financement équivalent au montant versé par les réseaux membres, c'est-à-dire un autre $1 million, ce qui va établir leur budget à $2 millions. Le réseau entier, y compris les réseaux membres, vont bien sûr bénéficier des conclusions qui vont être obtenues de la part de ces 3 réseaux membres qui auront décidé de travailler ensemble au profit de tout le monde, par le biais des interactions du conseil de direction, du centre de coordination et des forums annuels du réseau. Donc, c'est vraiment un réseau qui est là pour apprendre et c'est un réseau qui est là pour partager, même avec ceux qui pourraient ne pas avoir éventuellement participé directement dans l'initiative précise.
Autre exemple de défi commun et d'approche distincte, comme je disais, des modèles de soins, cybersanté, l'affectation des ressources et des investissements, par exemple les conséquences d'éliminer les co-paiements visant les médicaments d'ordonnance dans les cas de patients dont les besoins sont complexes pour améliorer la conformité à la médication et réduire les visites à l'urgence. Des programmes de vaccination, par exemple, ça pourrait être une mise en œuvre d'un programme de vaccination contre la grippe pour les enfants. Est-ce que ça réduit vraiment les taux de visite à l'urgence, les hospitalisations, ou encore la question qui est très importante, et on le sait, de l'obésité chez les enfants. Par exemple, tester des modèles de prévention et de soins intégrés à l'intention des enfants obèses qui seraient mis en œuvre dans quelques provinces et qui mettraient à contribution différents secteurs à l'intérieur, à l'extérieur du domaine de la santé. Bien là, on pourrait se poser dans ces juridictions qui participeraient à ça, quels sont les impacts de ces différentes stratégies sur la santé et le système de santé. Tout ceci, ce ne sont que des exemples, ce ne sont pas des commandes. Le terrain est tout à fait libre. Il s'agit d'être créatif et surtout innovant, puisque je le rappelle, ce réseau de réseau n'est pas une initiative de recherche classique, c'est une initiative de recherche qui est dans le cadre de la stratégie de recherche axée sur le patient, qui implique non seulement les chercheurs, mais qui implique également, comme vous l'avez vu, parce que la tête dirigeante de chacun des réseaux, à la tête de chacune des juridictions, aura un décideur politique, un décideur de santé et aussi un clinicien, puisque ce n'est que de cette façon, pense-t-on, et a-t-on appris de toutes les consultations qui ont eu lieu avant la mise en œuvre de cette initiative, que c'est uniquement quand les gens sont impliqués en amont et que les prestataires de soins de santé sont impliqués en amont, que les cliniciens sont impliqués en amont avec les chercheurs, que les véritables transformations auront lieu au profit de l'efficience du système, au profit de la qualité des services et au profit du bien-être et de la santé de la population. Et particulièrement de la population qui utilise lourdement notre système de santé. Alors, vous pouvez vous adresser à l'une des 5 personnes sur la liste ici, puisqu'il y a les 4 instituts qui co-dirigent cette initiative, et l'Institut de nutrition, du métabolisme et du diabète, que l'on n'a pas mentionné au départ, mais qui est associé, partenaire de cette initiative également. Voici un peu ce que j'avais à partager avec vous, avec Robin Temblin, et je voulais à ce moment-ci savoir si vous avez des questions. La version de cette présentation sera rendue disponible par les IRSC sous forme d'adresse YouTube, ce qui fait que si aujourd'hui vous pensez qu'il y a des gens qui auraient dû être ici, auraient dû participer à ce webinaire pour mieux comprendre cette initiative, mais qui n'ont pas pu le faire parce que la neige les a empêchés en ce jour de tempête ou ils n'ont pas eu l'information, ben, vous pourrez leur communiquer après l'adresse YouTube sans aucun problème. Voilà. Hawa, nous sommes prêts à accueillir des questions s'il y en a. Je n'en ai pas vu qui se sont pointés dans la boîte de chat. Je ne sais pas si Hawa veut savoir si, de la part de tout le monde, vous pouvez peut-être cliquer sur votre sourire, petit bonhomme sourire, si jamais vous êtes content de cette présentation. Sinon, mettez un X et comme ça, on pourra savoir si vous êtes content ou pas. Allez-y, gênez-vous pas. Bon, voilà, Jennifer, merci pour votre sourire. Et s'il y en a d'autres, vous nous le direz. Oui, merci beaucoup, Yves. Et avant on finit, veuillez répondre à notre sondage. Donc, on peut améliorer les webinaires à l'avenir. Donc, un moment, s'il vous plaît. Alors, on a une question ici. Devons-nous faire une demande de fonds auprès des centres sport de chaque province? Le processus n'est pas qu'il n'y aura pas un réseau sport dans chaque province auquel il faudra faire une demande, mais bien la mise en place d'un réseau sport par province.
Est-ce que, Robin, tu veux donner un complément d'information? Tu peux le dire en anglais, je vais te le dire par après en français pour voir si je comprends bien. So, I'm not sure I understand this question. alors, la question c'est, should we apply for funds to the sport centers of each province? Pour chaque province et territoire, il y a une personne clé qui est le pilote pour le réseau dans chaque province et territoire. Et la liste de tous les pilotes pour ce réseau est sur la web. Hawa, est-ce que avez-vous l'adresse sur la web pour les pilotes pour chaque province? Donc, chaque province, donc, c'est vrai, a son pilote et on va essayer de vous trouver l'information pour les unités de soutien et le pilote de chacune des juridictions. Et je pense qu'on va vous inviter à contacter cette personne. Oui, peut-être Olivier, des programmes des IRRC. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien. Oui, parfait. Si la question est par rapport aux provinces qui se mettent ensemble pour faire une application, oui, il faudra faire une application dans chaque juridiction et mettre en présence, si on veut, là, le plus-value de votre province particulière par rapport à la collaboration. Je ne sais pas si c'était ça la question. On a distribué aussi pas un questionnaire, mais de l'information par rapport à un FAQ avec des informations supplémentaires aussi là-dedans qui sera disponible aussi, mais qui est présentement en traduction. Donc, il sera disponible sous peu en français aussi, mais il circule présentement en anglais là aussi, qui est disponible. Olivier, donc peut-être il y a une série de questions et de réponses qui a été déjà recueillie suite à une présentation dans un autre webinaire et comme disait Olivier, comme le rappelait Olivier, ce sera distribué très prochainement et on verra à ce que ce soit distribué en même temps que le YouTube avec la présentation, encore une fois, si vous voulez la partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, alors je vous laisse encore une minute pour ceux qui seraient inspirés pour une autre question. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'était pas trop confus et clair que c'était. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter les noms, les personnes dont les noms apparaissent sur la diapositive de renseignement ici. Je vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et en espérant que nous aurons vraiment de véritables innovations au profit de tous ceux et celles qui vont bénéficier de ces services de santé dont l'efficience et la qualité sera accrue. Merci beaucoup.